Hello tout le monde, moi c'est Deli Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Un concept que j'ai pas encore vu sur YouTube, peut-être qu'il existe déjà, mais je ne l'ai pas vu. C'est Annote avec moi. Donc je vais le faire un peu sous forme de vlog lecture et en même temps je vais annoter un livre parce que c'est les questions qu'on me pose le plus souvent lorsqu'on vient me parler par rapport à ma chaîne YouTube ou sur ma page Instagram. Et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire, annoter des livres. Donc je me suis dit je peux faire un vlog lecture, mais je peux également dire ce que j'ai annoté, ce que j'ai aimé, etc. Enfin, on peut mélanger les deux en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, la dernière fois j'ai fait un vlog lecture sur comment se débarrasser d'un vampire amoureux. Et à la fin de la vidéo, j'avais proposé 2 autres livres. Donc j'avais proposé L'Évangile selon Tinder et j'avais également proposé Lola doit mourir. Et j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir par quel livre je devais commencer. Et on m'a proposé de commencer par L'Évangile selon Tinder parce que vous aimez bien me voir souffrir. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lire L'Évangile selon Tinder et en même temps, je vais montrer mon système d'annotation. Je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que des fois, il y a des livres que je lis et je trouve absolument rien à annoter. Et d'autres fois, je me retrouve avec un livre qui a plein d'annotations. Donc là, je ne sais pas trop ce que ça va donner pour L'Évangile selon Tinder, mais je pense que ça peut être intéressant de montrer un peu quel est mon process d'annotation et aussi ça permettra de désacraliser un peu la notation parce qu'on a l'impression qu'il faut absolument, lorsqu'on annote, que ce soit des choses intéressantes, philosophiques, etc. Alors que c'est pas forcément le cas. Des fois, tu peux annoter des conneries et c'est pas grave. Donc, je pense que ça permet de donner un exemple de comment on annote et en même temps de désacraliser un peu la notation. On verra ce que ça donne. Je promets rien, mais on va faire cette expérience ensemble. Bon, à plus tard. Donc, j'ai lu 60 pages déjà de l'Évangile selon Tinder et je suis agréablement surprise parce que ça ressemble pas du tout à ce à quoi je m'attendais. En fait, on va suivre une femme qui s'appelle Emma. Je sais plus quel âge elle a, mais elle a un enfant déjà. Elle est divorcée et elle est journaliste. Et en fait, il y aura sa rédactrice en chef qui va lui demander d'écrire un article sur l'amour sur le web, l'amour 2.0. Et elle va se retrouver à écrire un article sur Tinder. Dans le sens, comment on trouve l'amour sur Tinder, est-ce que c'est possible de trouver l'amour sur Tinder et quel type de profil finalement il y a sur Tinder. Et je trouve que c'est assez bien fait en fait. Je suis assez choquée en fait de la façon dont c'est construit, mais je suis choquée de façon positive. Parce qu'on aura plusieurs types de récits. Déjà, on aura le récit avec l'histoire, en fait, la narration, l'intrigue, etc. Donc, des chapitres tout à fait normaux avec Emma qui discute avec ses collègues, Emma qui discute avec sa meilleure amie Nina qui, pour le coup, est énormément sur les réseaux sociaux, alors que Emma, elle, ne l'est pas. Emma n'est pas du tout sur les réseaux sociaux. Toutes les rencontres qu'elle fait, elle le dit dès le début, c'est des rencontres qu'elle fait dans la vraie vie. En fait, il n'y a pas de ce truc elle a besoin d'aller sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontres pour rencontrer du monde. Elle, ça arrive à les gens qui passent chez elle. Enfin, les gens qui passent chez elle, ça fait super bizarre de dire ça. Oui, il y a des gens qui passent chez elle. Des personnes qui viennent faire des travaux chez elle. Elle va dans un bar, des soirées entre amis, ce genre de choses. Et en fait, c'est comme ça qu'elle rencontre du monde. Donc pour elle, les applis de rencontre, c'est nébuleux. Elle comprend pas comment ça fonctionne, elle comprend pas pourquoi les gens en ont besoin. Donc elle se dit, ça va vraiment être une expérience, peut-être pas plaisante, parce qu'elle se dit, mais ça n'a aucun sens. Mais elle veut quand même tester, elle se dit, elle veut quand même tester. De toute façon, elle n'a pas le choix. Sa rédactrice en chef lui a dit, écris un article sur ça, laisse-moi tranquille. Donc, on a toute cette partie-là un peu intrigue et on a des passages qui sont un peu sous forme de témoignages avec un nom et ensuite la personne qui donne son avis ou une de ses expériences sur les applis de rencontre. Donc, les témoignages sont super variés. Genre, t'as des personnes qui disent qu'à partir du moment où elles étaient sur les applis de rencontre, elles se sont senties obligées de jouer le jeu ou elles se sont trop pris au jeu et du coup, elles se sont fait avoir. Par exemple, il y a une personne, ça m'a trop fait rire et je me suis dit, mais il y a vraiment un fond de vérité. Il y a une personne qui dit, en fait, à chaque fois qu'elle match avec quelqu'un, elle commence à se faire des films dans sa tête, elle se dit que ça va être l'homme de sa vie, etc. Sauf qu'à chaque fois, en fait, c'est vraiment des films, quoi, et ça finit par se terminer. Et elle se dit, mais comment j'ai fait pour me faire autant de films, en fait, sur la personne, alors que je la connaissais pas? Et en fait, elle se dit, à chaque fois, elle sait qu'elle se fait des films et elle sait que ça sert à rien de s'emballer, mais elle peut pas s'empêcher de recommencer à se faire des films, etc. Et pratiquement tous les témoignages
c'est des témoignages fictifs, j'imagine, ou peut-être il y a une part peut-être il y a du vrai témoignage, je sais pas. Peut-être qu'à la fin, ils en parlent. Je vais voir ce qu'il y a à la fin. Est-ce qu'il y a une fin? Ah, si, je crois que c'est des vrais témoignages, parce qu'à la fin, dans les remerciements, elle dit vous tous qui avez accepté de vous mettre à nu entre ces pages, de partager vos joies, vos échecs, vos analyses, vos amours, un peu de vous-même. Vous êtes le sel de ce roman, la lumière du monde. Donc, peut-être que les personnes qui font des témoignages tout au long de l'histoire, ce sont des vrais témoignages. C'est possible, je sais pas, mais ça ressemble à des vrais témoignages, faut le dire. Donc bref, on a la partie intrigue, on a la partie un peu témoignage, et ensuite, ce qui est assez drôle, on a deux autres styles de textes. On a des extraits de la Bible, genre Évangile selon saint Matthieu, la Genèse ou je sais pas quoi. Et souvent, ça fait écho en fait à ce qui sera décrit dans la partie qui suit. Et on a des fois des moments qui sont des conversations en SMS, ou peut-être pas SMS, mais vous savez, les messages qu'il y a dans les applis, genre les DM. Je sais pas pourquoi je fais genre, j'essaie de comprendre, j'essaie de dire le mot alors que... Bref, j'essaie d'expliquer alors qu'il y a un mot pour ça, c'est DM. Du coup, ça donne un peu du rythme à la lecture parce que tu as plein de styles différents. Je pense que ça pourrait gêner certaines personnes, mais moi, je trouve que ça donne plus de réalisme et plus de rythme, en fait, à l'histoire. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et pour revenir un peu à la notation, maintenant que je vous ai dit un peu de quoi ça parlait, pour l'instant, j'ai pas mis tellement de post-it, en vrai, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai pas mis tellement de post-it. J'en ai mis 2. J'ai mis du jaune lorsque ça parlait vraiment de Tinder, quand je me dis... J'ai mis comme titre de post-it l'enfer, mais c'est vrai. J'ai mis 3 post-it jaunes et les 3 post-it jaunes, ils concernent des témoignages. Donc là, le dernier que j'ai mis, c'est donc un post-it jaune sur le témoignage de Cathy L. Ah oui, c'était un témoignage où une fille, en fait, explique, donc Katia L, elle dit que la plupart de ses copines, en fait, elles ont du mal à trouver quelqu'un sur les applis de rencontre parce qu'elles veulent le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'elle veut vraiment le package ultime, genre le truc que personne ne va jamais trouver. Et qu'une de ses amies, elle vivait sa meilleure vie, qu'elle cherchait personne, etc. En fait, c'est ce qu'elle dit au début. Au début, elle dit « Oui, ma copine ne cherche personne, elle fait du sport, elle voyage. » Tout est en flic chez sa copine. Et en fait, sa copine dit à la fin qu'elle fait tout ça pour se montrer à la hauteur de l'homme qu'elle recherche. Mais en fait, tu te vends. Enfin, c'est ça qui est horrible. C'est ça qui est horrible dans les applis de rencontre. Vu que toi, tu sais que tu juges un peu les gens que tu vois sur les applis de rencontre, toi, finalement, tu te juges également et tu te dis, je peux pas être en dessous de ce que je juge. Donc, tu commences à faire énormément de choses. Tu prends des belles photos, tu fais du sport, je sais pas, tu essaies de manger mieux. Enfin, tout ça, en fait, pour être en flic et plaire aux personnes sur les applis. Alors que non, pourquoi on devient des marchandises? Tu vois, et c'est super stressant en fait de vivre comme ça en te disant constamment que tu vas être jugé par des personnes que tu ne connais pas. Genre, ça n'a rien... Des fois, des personnes que tu ne rencontreras même jamais. Enfin bref, ça m'a fait trop mal au cœur de lire ça. Du coup, j'ai mis un post-it et j'ai mis... Ouais, tu deviens une marchandise, c'est ça le stress. C'est horrible, c'est horrible. Même là, je vous en parle, je suis en mode, mais... En fait, qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Pourquoi on fait ça? Genre, pourquoi tu te mets autant de stress pour rencontrer quelqu'un? Surtout que sur les applis de rencontre, la vérité. Je sais qu'il y a des personnes qui disent, oui, j'ai rencontré des gens, etc., des belles relations sur les applis de rencontre. La personne avec qui je vis maintenant, le père de mes enfants, la mère de mes enfants, je sais pas quoi, je l'ai rencontré sur les applis de rencontre. Je dis pas que ça n'existe pas. Franchement, il y a de tout sur les applis de rencontre, parce qu'il y a de tout dans ce monde. Donc, tout est possible, mais... je pense que pour une personne qui trouve la bonne personne ou le bon, il y en a combien qui se font avoir? Et ensuite, j'ai mes post-it bleus. Mes post-it bleus, en fait, ça concerne Emma. Emma qui se confronte à Tinder et qui fait ses expériences, essaie d'aller à la rencontre de personnes pour écrire son article. Et vraiment, ces scènes, elles sont trop drôles parce que tu vois qu'elle est totalement dépassée et tu te rends compte que sur Tinder et sur les applis de rencontre, de manière générale, il y a vraiment des codes et qu'il faut les respecter pour ne pas se faire avoir ou pour pas tomber dans des conversations farfelues ou je ne sais quoi. Et il y a un passage qui m'a trop fait rire tout à l'heure et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je filme, sinon je vais totalement oublier en fait ce passage. Je sais même pas si je peux lire ça à haute voix tellement c'est gênant. En gros, la scène, c'est t'as Emma du coup qui se dit, vas-y, faut que j'aille sur Tinder, faut que je parle avec des gens et tout, parce qu'elle voit qu'elle commence à avoir des matchs, en fait, mais elle n'ose pas parler aux gens. Au début, elle s'est dit, la première fois qu'elle a matché, elle s'est dit, ouais, la personne, elle va venir me parler, ça va se faire, etc. Sauf qu'elle se rend compte que
la personne n'avait pas venu lui parler. Et elle se disait, mais moi non plus, je vais pas aller lui parler, c'est bizarre, genre. Donc, elle est là, comme ça, comme une conne, elle sait pas quoi faire. Et deuxième fois, elle va matcher encore. Et elle se dit, ok, bon, là, je suis chaude, je vais aller lui parler, etc. Elle va parler à quelqu'un. Elle va parler à un gars. Déjà, je sais pas pour vous, mais quand la personne, elle a genre un surnom, c'est pas son prénom, genre, je sais pas, pour moi, c'est red flag. Genre, faut pas aller parler à ces personnes-là, c'est des personnes bizarres. Nous ne sommes plus dans les années 2000, nous sommes dans les années 2020. Il est temps de mettre vos prénoms, les gens. Bref, donc elle va parler à Poulpi, je crois, le nom du gars. Je crois que c'est Poulpi. Attends. Ah, mais en fait, il y en a deux. Oh non, non, non. En fait, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça dans les vidéos. Mes deux post-it bleus, en fait, c'est des moments trop gênants. Genre, la première fois, elle va parler à un gars. Et en fait, le gars, il a fait une description un peu genre prince charmant, etc. Oui, mon cheval et tout. Bref, un peu prince charmant. Et elle, du coup, elle pensait envoyer un premier message qui était dans le même délire de prince et princesse. Donc, elle lui dit, le dernier prince que j'ai croisé avait une épée en carton. Tu ne parles pas de la tienne. Qu'en est-il? Est-ce que vous voyez où ça mène? Est-ce que je suis pas obligée de lire la suite, on est d'accord? Vous voyez où ça mène, tout ça? Vous voyez où ça mène? Est-ce que vous pensez que le gars, il a pas sauté sur l'occasion? Le gars, il a plongé dans le truc. Franchement, je peux pas lire le message. C'était... Si, en vrai, lui, je peux lire. C'est gênant, la vérité, c'est grave gênant. Il lui a répondu, personne ne s'est jamais plaint ni de mon épée, ni de ma faculté à la manier. Tu veux qu'on en discute ou je t'envoie des preuves? C'est archi gênant. C'est trop gênant. Il lui dit ça et elle a dit, oh, ben, en fait, moi j'ai fait un message mignon et lui il me répond un truc genre allusion sexuelle puissance 1000. Enfin, la pauvre, elle était gênée, mais trucs de ouf. Et même moi là, je le relis, je suis gênée. Et tout à l'heure quand je l'ai lu, j'étais en mode, quand elle a envoyé le message, j'étais en mode, non en fait, elle sent pas où ça dévie son truc là. Bref, et après ça s'empire. Après ça devient... Après c'est pire encore. Elle envoie un autre message. Et là c'était Poulpi justement. Ouais, c'est Poulpi. Oh, ça je pourrais pas lire. La vérité, je pourrais pas lire. Je vais faire des photos et je vais mettre... Parce que je peux pas lire. Je peux pas lire ce il lui a écrit. Mais en gros, il lui a envoyé un message vraiment connotation. Même pas connotation. C'était juste sexuel. Littéralement. Il n'y avait même pas de connotation. Il n'y avait pas d'image. Il n'y avait pas de... Il allait droit au but. Et en fait, elle était tellement genre, mais c'est possible d'envoyer des trucs comme ça, c'est possible d'envoyer ça et d'être sûre de soi, d'avoir confiance et tout, de penser que tu gères. Est-ce que tu as déjà géré une personne comme ça? Et du coup, je peux pas lire, me demandez pas de lire, je ne vais pas lire. Vous allez devoir lire la bulle que je vais mettre ici, parce que je ne lirai pas ça à haute voix. Et en fait, il est là, il force, vraiment, c'est un forceur. Et à un moment, elle lui dit, mais est-ce que quand tu es rentré comme ça sur quelqu'un, avec tes messages farfelus, est-ce que quelqu'un qui t'a dit « Franchement, chaud, on y va ?» Et le gars, il dit « J'avoue, personne n'a jamais répondu favorablement, mais ça me permet de voir un peu comment réagissent les gens, tu vois. Et au pire, dans le doute, peut-être qu'un jour, quelqu'un dira « Ok », et ils feront ce qu'ils ont à faire. » Et je me suis dit « Mais en fait, gars, personne ne va jamais te... » Enfin, je pense sincèrement, après peut-être qu'il y a des personnes qui vont me donner tort, peut-être je n'en sais rien, mais je pense sincèrement que personne ne va jamais te répondre « Allons ». Franchement, s'il y a des personnes qui répondent « Allons », je comprends pas. Genre, c'est des personnes qui n'ont pas peur de la mort, parce que quelqu'un t'envoie ça, il te dit de faire des trucs bizarres, là, tu connais même pas la personne, vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, tu vas aller dans des endroits farfelus pour aller mourir découpé en rondelles. Non, je suis désolée, je pense que personne ne dirait « Oui, allons ». Enfin bref, du coup, a fini par lui donner des conseils, etc. Mais est-ce que vous voyez dans quelle situation les applis de rencontre nous mettent? Je suis désolée, hein, mais ça devient grave. Toi, tu es là, tu viens comme ça gentiment sur l'application de la personne, tu reçois des messages farfelus et en plus, tu dois éduquer les personnes farfelues et leur donner des conseils pour qu'ils aillent pécho. Ça va trop loin, ça va trop loin.
j'en suis à la page 185 de l'évangile selon Tinder. Du coup, je voulais vous faire un petit update de comment j'annote et de ce que j'ai annoté jusqu'à maintenant. Déjà, il faut savoir que j'ai ajouté un nouveau post-it, c'est le post-it orange. Le post-it orange, ça va être des citations du livre qui m'ont marqué, ou sinon ça va être des réactions que j'ai eues à des passages, mais pas des réactions type une ligne, mais plus des petits paragraphes que j'ai pu écrire comme ça. Donc dans ce passage, on a un témoignage de Micheline H qui dit « Tu découvres un profil, tu le likes et puis il y en a 50 qui suivent et qui retiennent ton attention. En quelques minutes, tu as déjà oublié la personne qui te plaisait. » Et j'ai surligné ce passage parce que ça me faisait trop penser finalement aux péripéties d'Emma durant sa récolte d'informations, parce que au tout début, Emma a s'attardé sur une personne. Donc son premier match, elle s'était dit ben, on va grave parler, c'est bon, ça veut dire que tous les deux physiquement déjà on se plaît, donc on va apprendre à se connaître, etc., etc. Et puis finalement, avec le temps, quand elle a pris le pli, quoi, elle a commencé à passer d'une personne à l'autre, elle matchait, et même des fois elle matchait pas, juste elle likait, mais elle prenait vraiment les gens par leurs photos. Vous voyez, il y avait plus trop ce truc de ah peut-être qu'il va me matcher, peut-être qu'on va bien parler, etc. Non, elle passait d'une photo à une autre sans vraiment trop se demander si le match allait suivre. Et après, une fois qu'elle avait matché, elle était plus dans l'optique de vraiment apprendre à connaître la personne, à lui parler, à savoir ce que l'un et l'autre appréciaient dans la vie. Enfin, elle a totalement oublié ça, là, cette période-là de l'histoire. Là, on a plus de la moitié, c'est bon, elle a totalement abandonné le fait d'apprendre à connaître les gens. Là, elle est plus en mode, on voit avec qui je match. Je vais parler avec eux rapidement, mais vraiment rapidement, c'est-à-dire l'histoire d'un café. Et encore, des fois, elle va même directement chez eux, où les personnes viennent chez elle. Et souvent, en fait, même, elle se sent obligée, du coup, quand ils se sont rencontrés, de coucher avec la personne en mode, en fait, c'est la suite logique. Et en vrai, maintenant, les personnes qu'elle rencontre, j'ai l'impression, ils lui plaisent même pas, en fait. Il y a même pas ce truc de, ah, la personne m'intéresse. Non, c'est juste, finalement, c'est la personne avec qui elle a matché et la personne avec qui elle a entamé une conversation. Donc, vu qu'ils ont entamé une conversation, il faut aller au bout du process. Alors qu'en vrai, rien ne l'oblige à aller au bout du process, vous voyez. Enfin bref. Du coup, j'ai mis des post-it orange dès que j'ai une citation qui me fait penser au personnage d'Emma ou même à la vie quotidienne, vous voyez. Mais bon, post-it orange pour les citations et pour mes réflexions ou mes réactions. Ensuite, je me suis rendu compte en fait que le personnage d'Emma, il évolue pas mal au fil des rencontres qu'elle fait sur Tinder. Au début, elle a une image un peu tout beau tout rose, elle est super naïve et petit à petit, elle prend du niveau, vous voyez. Donc elle est moins naïve déjà, mais surtout elle se laisse moins faire. C'est plus elle en fait qui mène la danse. Et finalement, j'aurais pu créer un autre post-it, mais j'ai pas créé d'autres post-it parce que, en fait, le post-it bleu, c'était déjà Emma et ses aventures sur Tinder. Et je me suis dit, ça sert à rien d'avoir un autre post-it sur Emma et son évolution. Parce qu'en vrai, elle évolue selon les rencontres qu'elle fait sur Tinder. Donc, je vais garder le post-it bleu en ce qui concerne Emma. Et on va voir ce que ça donne. Hello! Donc, j'ai terminé l'évangile selon Tinder il y a un jour, si je dis pas de bêtises. Mais avant de vous donner mon avis global sur le livre, je voulais revenir sur les derniers post-it que j'ai mis. Et aussi, je sais pas si ça va se voir à la vidéo, mais j'ai mis beaucoup moins de post-it sur la fin du livre que sur la première partie du livre. Notamment parce que déjà je me force pas à mettre des post-it si j'ai rien à mettre, et on arrivait un peu sur un rythme de croisière dans la lecture, dans le sens où j'arrivais à un moment où je connaissais plus ou moins la narratrice et je savais un peu vers quoi elle allait, ou en tout cas les pensées qui traversaient son esprit, pas parce qu'elle le dit, mais en fait il y a vraiment une évolution du personnage tout au long de l'histoire, où au début elle va vraiment découvrir l'application et en fait petit à petit elle va s'habituer. Donc même ce qu'elle va dire ou les témoignages qu'elle va recueillir et qu'elle va nous permettre de lire à travers l'écriture de son article, ils vont être moins choquants parce qu'elle-même, elle est moins choquée en fait de ce qu'elle découvre sur Tinder. Donc la façon qu'elle aura de le raconter et la façon dont je vais le percevoir, ça va totalement changer et ça va un peu moins m'interpeller, on va dire. Donc, j'ai pas ressenti le besoin de mettre d'autres post-it jaunes, parce que les post-it jaunes, finalement, c'était les moments Tinder, c'est l'enfer. Je pense que j'en ai remis qu'un
Et encore, ouais, j'en ai remis qu'un. Et je pense encore celui-ci, je l'ai mis lors de mon dernier update que j'ai fait pour cette vidéo. Mais c'est vrai que sur la fin du livre, sur les 100 dernières pages, il n'y a plus du tout de post-it jaunes. Il y a par contre des post-it bleus. J'en ai mis un, peut-être deux, je sais pas trop. C'est des moments clés parce que c'est des moments où le personnage d'Emma va prendre du recul par rapport à son expérience sur Tinder. Donc ça va être des moments où elle s'émancipe, des moments où elle apprend, où elle grandit. En fait, on arrive à la conclusion de son personnage avec les derniers post-it bleus. Et après, bah, c'est la fin du livre, donc ça tombe bien qu'on arrive à la fin de l'évolution de son personnage, vous me direz. Après, j'ai mis des post-it orange. J'ai mis très peu de post-it orange. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, j'en ai mis également là. Quand j'ai mis des post-it orange là, généralement, c'est parce que j'ai écrit sur le livre et j'ai mis genre des petits paragraphes, soit des updates lecture sur la façon dont le livre avance ou mes théories sur la suite du livre ou juste des moments où je réagis parce que le post-it orange, c'est citation et réaction. Donc, ces post-it-là, finalement, c'est les seuls post-it que j'ai posés sur la dernière partie du livre. Et je trouve ça assez marrant, finalement, que les post-it orange arrivent à la fin, arrivent au moment où Emma, on va dire, a bien appréhendé l'application, on peut prendre du recul sur son expérience sur l'application. Parce que, bah, en fait, avant, elle est dans la découverte. Donc, même moi, je réagissais moins, j'étais en mode, ouais, bon, ma petite, t'es naïve, tu vois. Alors qu'à la fin, on est un peu au même stade, peut-être, toutes les deux. Ce qui est un peu triste au vu de la façon dont le livre se termine. Mais je ne spoil pas, vous ne savez pas comment il se termine. Mais tout ça pour dire que à la fin, j'ai mis des post-it orange parce que ce sont des moments où on va aborder des thèmes dont je débat souvent avec des amis en ce moment. Donc, ça va être la notion d'engagement, de la routine et également du fait qu'on se vende pas mal sur les applis de rencontre ou même sur les applis, sur les réseaux sociaux de manière générale. Et ça m'a fait assez rire parce que avec mes amis, donc c'est quelque chose dont je débat pas mal. Et je sais que selon la façon dont ils vivent leurs rencontres sur les applis de rencontre, bah, on sera soit grave d'accord, soit moyennement d'accord, soit pas du tout d'accord. Par exemple, pour la notion d'engagement, elle se demande est-ce que elle doit changer de partenaire à partir du moment où elle se rend compte qu'il y a un défaut chez la personne, au lieu d'en parler, vu que là on a la possibilité en fait de passer totalement à une autre personne. Est-ce qu'on doit se donner la peine de parler avec la personne, d'essayer de voir si malgré les défauts qu'on trouve à la personne, on peut quand même trouver un terrain d'entente, est-ce qu'on peut quand même discuter, etc. Est-ce qu'on peut créer quelque chose, vous voyez. Et moi, je sais que, par exemple, j'ai absolument pas peur de l'engagement. Dans ma tête, engagement, ça veut pas forcément dire restriction ou compromis, ou sinon le compromis, c'est pas forcément quelque chose de négatif dans ma tête. Et même, de manière générale, j'ai jamais associé l'engagement avec quelque chose de négatif, parce que j'ai pas l'impression que si je m'engage avec quelqu'un, je suis genre enchaînée ou si j'ai la corde au cou. Vous savez, quand on parle du mariage, j'ai oui, t'as la corde au cou ou t'es enfermée dans un placard, ce genre de choses. J'ai jamais pensé à ça par rapport à une relation, parce qu'en fait, je pars du principe que si une personne fait que je me sens genre oppressée, j'ai pas du tout envie d'être avec cette personne. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Si je me sens oppressée, c'est que je dois fuir loin de la personne. Et si je me sens bien, ma foi, je reste en fait. Et c'est comme ça que j'avance dans la vie. C'est tant que je suis bien avec toi, je continue avec toi. À partir du moment où je sens que on arrête. Et puis l'histoire, elle est réglée. Donc du coup, pour moi, l'engagement, ça n'a jamais été quelque chose de négatif. Je fais un bout de chemin avec une personne et puis après, si c'est terminé, c'est terminé. Point. Et je sais que ça, c'est pas du tout le cas pour tout le monde. Des amis, genre l'engagement, c'est un truc de ouf. Genre, t'as l'impression que tu leur demandes, je sais pas, t'as l'impression que c'est la fin des haricots, alors que, je sais pas. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi l'engagement, it's a big deal, tu vois. Ça me passe au-dessus de la tête, je comprends pas. Et du coup, c'est pareil pour la routine. Justement, il y a un passage où c'est un témoignage. Donc là, c'est un témoignage d'un gars, Thierry M. Et il dit, j'entends souvent dire qu'il faut à tout prix fuir la routine dans un couple. Enfin, un couple qui vit sous le même toit. Et en fait, il développe, c'est super long, donc je vais pas tout vous lire, mais il explique que quand des personnes vivent ensemble, en fait, ils veulent absolument fuir la routine. Vous savez, quand les gens sont ensemble depuis un certain nombre d'années ou qu'ils sont mariés, etc., ils veulent absolument fuir la routine, faire des voyages extraordinaires, toujours sortir, faire des sorties, enfin, toujours, en fait, viser un petit peu plus haut, faire quelque chose de dingue, en fait. Justement, il dit,
faire sans arrêt des trucs de dingue. Faut à chaque fois se réinventer, etc. Et en fait, lui, il dit que si il faut absolument faire des trucs de dingue pour avoir l'impression qu'on vit à fond notre couple, c'est peut-être que déjà notre couple, on l'aime plus tant que ça, qu'on n'est plus tant à l'aise dans notre couple. Et c'est vrai que j'entends souvent les gens dire « Ouais, mais maintenant, ça va être la routine, etc. » Et encore une fois, moi, je comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas la routine. Parce que pour moi, après, c'est peut-être un truc de personne psychorigide, hein, je sais pas. Mais pour moi, la routine, c'est quelque chose de reposant. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi et que j'ai mes petites habitudes, quand je sais que quand je vais voir quelqu'un, on aura nos petites habitudes, je sais qu'il y a des choses qui vont tout le temps se faire, pour moi, c'est un peu réconfortant. C'est un peu comme si je me sentais en sécurité. Et je me dis, le jour où ces petites choses habituelles n'existent plus, ne se font plus, c'est peut-être qu'il y a un problème, justement. Je vais me dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce que pour moi, la routine, c'est la sécurité. Et après, je trouve ça intéressant de temps en temps, je précise bien de temps en temps, de sortir de la routine, justement pour des fois marquer le coup, je sais pas, pour une réussite ou pour, je sais pas, un événement, un anniversaire ou quoi que ce soit. Mais en fait, je pense que le fait de sortir de temps en temps de la routine, c'est ce qui va rendre certains moments exceptionnels. Mais finalement, si tous les moments sont exceptionnels, si tous les moments doivent, à chaque fois que tu vis quelque chose avec quelqu'un, ça doit toujours taper un petit peu plus haut, déjà, est-ce que si on tape toujours plus haut et que tout est extraordinaire, ça ne devient pas une sorte de routine également? Et aussi, si tout est extraordinaire et à chaque fois tu sors de ta zone de confort, finalement, c'est quoi ta zone de confort et à quel moment tu peux vraiment te confier et te sentir assez à l'aise pour te livrer, pour parler de tes craintes, etc. Pour moi, on parle de ces craintes à partir du moment où on est à l'aise et donc dans sa zone de confort. Mais si tu sors toujours de la routine et donc de ta zone de confort, à quel moment tu peux te confier et être un petit peu plus intime avec la personne avec qui tu partages ta vie? Genre, je sais pas si ce que je dis, ça a du sens, mais il y a des débats à faire sur ça. Donc finalement, c'est ça que j'ai le plus aimé avec la dernière partie du livre, c'est ces petits témoignages en fait qui sortent de l'application et qui rentrent dans les moments du quotidien, les moments en fait qu'on peut vivre dans le cadre d'une relation amoureuse, mais également finalement d'une relation amicale ou d'une relation familiale, parce que même si c'est des relations genre ce qu'on a sur Tinder, ça reste des relations. On va pas mentir, ça reste des relations humaines. Et à la fin, on se concentre plus sur ça que sur les moments what the fuck qu'on va vivre à cause des applications de rencontres. Donc en vrai, j'ai passé un super bon moment avec l'Évangile selon Tinder. J'avoue que j'y allais avec pas mal d'a priori. Et en vrai, j'y allais avec beaucoup d'a priori juste parce qu'il y avait Tinder dans le titre. Et ok, c'est pas de la grande littérature, mais après, j'ai jamais dit que je lisais de la grande littérature. Après, c'est vrai qu'il m'a offert beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Déjà, je me suis pas mal attachée au personnage principal, donc Emma. Je trouve que c'est le type de personnage auquel il est super facile de s'identifier. Même si dans ce livre, c'est une personne qui a, je pense, 40 ans, quelque chose comme ça. Oui, elle a des enfants, ce sont des ados, donc je pense qu'elle a 40, presque 50 ans. Mais malgré ça, quand elle arrive sur l'application, je pense qu'elle suit un schéma assez typique, c'est-à-dire qu'elle arrive avec beaucoup de naïveté sur l'application, parce que mine de rien, elle avait beaucoup de préjugés, mais elle arrivait quand même avec beaucoup de bonnes intentions, elle pensait bien faire les choses. Et j'ai bien aimé aussi découvrir comment elle réagit aux différentes rencontres qu'elle va faire sur Tinder, et bizarrement, la facilité assez déconcertante avec laquelle elle va se prendre au jeu de Tinder et commencer à faire de plus en plus de rencontres, même en dehors de la rédaction de son article. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la façon dont les témoignages qu'elle récolte pour son article vont se mélanger avec la façon dont elle expérimente Tinder, parce que finalement, les témoignages, c'est un peu le reflet de ce qu'elle vit, mais c'est des témoignages d'hommes, de femmes, donc finalement les points de vue sont différents parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément le même âge qu'elle, des personnes qui viennent pas du même milieu qu'elle, des personnes qui ont des expériences différentes dans le sens où peut-être qu'elles sont déjà sur Tinder depuis un moment, et il y a des hommes, et il y a des femmes, donc ça se mêle en fait à ce récit et ça le complète un peu, donc j'ai bien aimé cette partie, je pense même que les témoignages c'était ma partie préférée. Et une dernière chose aussi que j'ai pas mal aimé, c'est comment on bouclait la boucle, parce qu'à la fin, il y a un clin d'œil au début du livre. Donc, j'ai bien aimé la façon dont c'est amené, parce que ça montre que Emma, donc celle qui rédige l'article, le personnage principal, mais aussi les deux auteurs n'avaient pas perdu le nord. Ils savaient où ils allaient.
Et c'est facile de penser qu'ils vont un petit peu dans tous les sens. Et finalement, à la fin, ils disent non, 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 vous inquiétez pas, on savait où on allait, tout était prévu depuis le début. Donc j'ai bien aimé ce petit clin d'œil. Et contrairement à beaucoup de personnes, je pense, qui vont lire ce livre, j'ai pas trouvé la fin moralisatrice. Pour moi, la fin, elle représente bien l'état d'esprit dans lequel beaucoup de personnes se trouvent en ce moment par rapport aux applications et aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des applications qui sont rentrées dans notre quotidien. Maintenant, on a le recul nécessaire pour savoir que c'est pas bon pour notre santé, c'est pas bon pour notre cerveau, c'est pas bon pour notre relation aux autres. Mais maintenant qu'on connaît les mauvais côtés, mais qu'on a aussi les bons côtés dans le sens, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples, on peut se permettre d'être beaucoup plus flemmards, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc on est un peu dans une sorte de schizophrénie, on sait pas où aller. Après, je peux comprendre qu'on trouve la fin, ou en tout cas les dernières pages un peu chamallow, un peu bisounours, mais moi, je trouve que même si c'était une fin facile, déjà, fallait bien trouver une fin pour le personnage d'Emma. Et en plus de ça, ça reste qu'une expérience parmi tant d'autres. Après, chacun est libre de lire la fin comme il la souhaite. Mais moi, j'ai plus vu la fin comme, vous savez, un peu un retour au calme, le temps calme avant la sieste pour les enfants. Et ben moi, c'était un peu le temps calme avant de terminer le livre et d'aller dormir. Ça m'allait totalement, j'étais pas du tout frustrée par la fin. Au contraire, j'ai bien aimé. Enfin bref, je me vois bien mettre un 3 sur 5, voire peut-être un 4, ou ne forçons pas trop, un 3,5 à ce livre, à l'Évangile selon Tinder. C'était pas la lecture du siècle, mais en tout cas, j'ai passé un bon moment et ça m'a divertie, j'ai bien rigolé. Enfin, en fait, vu que je m'attendais à pas grand-chose, ça m'a permis d'apprécier pleinement le livre et d'être agréablement surprise en fait par l'évolution du personnage. Après, effectivement, je le redis encore, c'est pas de la grande littérature, mais je m'attendais pas à ce que ce livre soit un livre sérieux et j'ai pas l'impression que les personnes qui l'ont rédigé avaient comme prétention que ce soit un livre super sérieux. Donc bon, faut pas y aller avec 10 000 attentes, 10 000 intentions, mais si on y va peut-être tranquillou pour passer un bon moment, je pense que c'est un bon livre. En tout cas, pour moi, c'est le 3e livre que je lis qui parle d'application de rencontres et que j'apprécie, que je prends du plaisir à lire et qui me fait vraiment extrêmement rire. Donc je pense que je suis un peu sur une catégorie de niche, un genre de niche, c'est-à-dire que j'aime les livres qui sont pas forcément de la romance, mais qui vont parler de relations amoureuses et surtout de relations amoureuses qui débutent à travers les réseaux sociaux, à travers les applis de rencontres. Donc si vous connaissez d'autres livres qui sont dans ce cas, partagez-les en fait parce que je pense vraiment que je kiffe ça. Vraiment, c'est le 3e que je lis. Avant ça, j'avais lu Atlanta à milieu de mois. Je crois que c'est de Florence Exiga. Et j'avais lu également Factice de Anna Anthony. Et là, je tombe sur ça en pensant littéralement détester. Et finalement, je kiffe aussi. Donc, je pense que je suis tombée dans un truc là que j'aime bien. Moi, je suis pas pour la romance. Je suis pour les histoires qui parlent d'applis de rencontre. C'est du grand n'importe quoi. Enfin, bref, si vous avez des livres de ce genre, n'hésitez pas à me les recommander. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal pour ce petit livre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!